bonjour à chacun et chacune de vous. Et encore une fois, je vous remercie à tous d'être du rendez-vous. Tout d'abord, nous comprenons que depuis plusieurs jours, les gens souhaitaient rendre visite à leurs parents ou à leurs proches suite à l'annonce de notre premier ministre. Et c'était vraiment un souhait tout à fait louable. Nous avons mis en place des moyens pour les familles afin qu'elles puissent communiquer avec leurs proches, que ce soit les téléphones, les tablettes ou différentes assistantes. Il faut comprendre que cette nouvelle directive concerne seulement les proches aidants qui donnaient déjà, avant la pandémie, des soins particuliers, comme par exemple l'hygiène, l'alimentation et autres. Cependant, les balises doivent demeurer très strictes et il est fortement recommandé que les proches aidants soient âgés de moins de 70 ans. En ce sens, il n'y a pas beaucoup de personnes touchées par cette nouvelle directive en Gaspésie. Actuellement, nos équipes réussissent à donner des soins nécessaires à nos aînés. Pour cette raison, nous avons donc décidé de façon responsable, en collaboration avec le directeur de la santé publique, que nous continuons de limiter l'accès à nos milieux de vie seulement au personnel de la santé. Ceci, vous comprendrez, est toujours dans une optique de protéger le plus possible nos aînés. Nous pouvons nous permettre de prendre cette décision puisque les services continueront d'être donnés tout en limitant le risque de contamination de nos aînés et de notre personnel. Actuellement, vous conviendrez avec moi que notre plus grand défi est celui du côté de la baie des Chaleurs, soit Maria, vu les 2 milieux de vie touchés par la COVID-19. La situation semble plus stable dans les dernières journées. Maintenant, vous le savez également que notre défi, c'est la mobilité du personnel présent. Dans ce contexte actuel de pandémie, les membres du personnel sont appelés en renfort pour soutenir les équipes déjà en place dans les milieux de vie plus durement touchés par la COVID-19. Je voudrais vous assurer à tous et à toutes que tous les contacts qu'on fait avec notre personnel pour les sensibiliser à venir nous donner un coup de main, que ce soit des gens, par exemple, qui travaillent plus du côté des hôpitaux pour venir nous donner un coup de main en hébergement, se fait toujours dans le grand respect des personnes et toujours avec l'objectif de contribuer à donner des services de qualité à nos aînés qui, vous le savez aussi bien que moi, le méritent. Nous avons aussi, en conséquence, rehaussé les équipes pour permettre de dédier du personnel à des zones précises afin de limiter les risques de contamination et ainsi mieux protéger le personnel et les résidents. Pour terminer, mon cri du cœur, moi, cet après-midi, c'est vraiment l'importance qu'on travaille tous ensemble. L'ensemble de la direction, les directeurs, les chefs de service, s'ils ont à approcher du personnel pour venir travailler en hébergement, soyez assurés que c'est toujours en respect des mesures de protection que la direction de santé publique a mis en place et c'est toujours aussi en respect de la personne concernée. Donc, soyez assurés que nos valeurs du CIS de la Gaspésie au niveau du respect, de la bienveillance, sont toujours pour nous des valeurs qui nous supportent dans tous nos gestes quotidiens, également dans le défi des ressources humaines que nous rencontrons. Donc, le cri du cœur, c'est de travailler ensemble pour aider nos aînés qui méritent qu'on les aide. Merci beaucoup à tous. Merci. Puis je passe la parole à M. Martin Brosseau, directeur de ressources humaines par intérim. Oui, bonjour à tous. Donc, ce que je fais, en fait, je fais peut-être un petit survol d'un petit peu de situation au niveau des ressources humaines. Je commencerai d'abord par vous parler, en fait, des embauches qu'on a fait là, depuis le mois de mars dernier. Au niveau de nos employés retraités, on en a réembauché 17. Notamment là, 11 infirmières, une nanothérapeute, un aide de service, un préposé bénéficiaire, et également d'autres employés qui sont plus reliés à des services de soutien ou encore en administration. Je dirais que ces 17 employés retraités-là qu'on a embauchés s'ajoutent aux 147 retraités qui étaient déjà à l'emploi du site. Et donc, plusieurs avaient déjà accepté là, de rehausser leur disponibilité dans le contexte de la pandémie actuelle. Au niveau de nos étudiants, en ce moment, on a une centaine d'étudiants qui travaillent présentement au SPIS. On en a là, 26 dans la baie des Chaleurs, 26 dans la côte de Gaspé, 35 à Haute-Gaspésie, une 13e dans Rocher-Percé. On a, en plus de ces 100-là qui travaillent déjà chez nous,
On a aussi une autre banque de candidats là, qui s'élève à presque une autre centaine de noms que l'on pourra mobiliser à mesure que les besoins, dans le fond, vont se faire sentir. Au niveau de jecontribue.ca, jusqu'en date d'hier, nous avions reçu 197 candidatures. Donc, de celles-là, on en a contacté 187 déjà. Et de ces personnes-là, il y en a 30 qui sont embauchées. Et il y a une douzaine de personnes, en fait, là, qui se sont listées là, pour différentes raisons. Je veux dire que les candidatures concernent là, pour le tiers d'entre elles les soins infirmiers. Il y en a à peu près là, le quart qui concerne tous nos professionnels. Puis il y a un autre 40% qui concerne plus des candidatures au niveau du service technique, de l'administration ou encore du personnel d'enseignement. Donc moi, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, c'est la quasi-totalité de ces personnes qu'on a embauchées, donc la trentaine, là, sont vraiment pratiques en milieu dans le domaine des soins infirmiers. Pour les candidatures que l'on reçoit, il y a évidemment des vérifications d'usage qu'on se doit de faire là, pour s'assurer de la sécurité et de la qualité des services qu'on rend aux usagers. Donc ça, c'est quand même, ça fait partie de nos routines des ressources humaines qu'on se doit de maintenir. Au niveau des différents besoins au sein de Gaspésie, je vous dirais qu'en ce moment, ils sont très variables d'un réseau local à l'autre parce que les besoins, en fait, évoluent en continu en fonction soit des cas positifs qui surviennent chez les usagers ou encore parce qu'on peut avoir des employés qui peuvent être suspectés qu'on souhaite mettre en isolement obligatoire ou préventif. Donc ça, ce sont des situations auxquelles on doit s'ajuster en continu. Au niveau des besoins en CHSLD, on a eu un rehaussement quand même assez important là, dans les dernières semaines qui ont été comblés notamment par du délestage de services de personnel infirmier qui proviennent des centres hospitaliers. Il y a également eu du délestage au niveau des personnes de professionnels issus d'autres secteurs, que ce soit la réadaptation, par exemple, où on a des éducateurs spécialisés qui ont été mobilisés. Puis évidemment, il y a l'embauche de tous les étudiants des retraités. Donc moi, je vous dis à ce jour, dans tous les CHSLD, c'est 44 personnes qu'on a ajoutées aux équipes. Et donc, de ces 44-là, on a 3 infirmières, 6 infirmières auxiliaires, 13 préposés aux bénéficiaires, 5 aides de service. On a des éducateurs, des animateurs en loisirs également. Donc, ce qu'on vise là, en déployant du personnel supplémentaire dans les CHSLD, c'est aussi que ce personnel-là soit assigné à ces résidences et donc qu'il n'y ait pas de va-et-vient entre les CHSLD et les autres points de service. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite avoir une stabilité quand on assigne des gens à ces résidences. Et pour les besoins futurs, on les réévalue régulièrement en fonction de l'évolution de la situation dans chaque RLF, que ce soit des éclosions qui pourraient subvenir qu'on ne souhaite pas évidemment, ou encore des employés qui seraient retirés par mesure préventive ou obligatoire. Puis il y a tout l'aspect aussi du respect des zones chaudes où on a des cas positifs et des zones froides dans nos installations qu'on se doit de respecter et qui rajoutent en fait un niveau de complexité dans le défi de la gestion des ressources humaines. Pour finir, je vous dirais peut-être quelques mots au niveau du personnel de l'éducation, parce que ça a été, il y en a été question là, dans les derniers jours. En ce moment, en fait, là, en ce qui concerne le milieu d'éducation, ça fait déjà plusieurs jours qu'on est en contact avec les établissements d'enseignement de Gaspésie. Mais depuis hier, je vous dirais qu'on commence à structurer vraiment plus formellement les bases de la collaboration qui s'en vient, pour voir de quelle façon est-ce que le personnel et les étudiants pourront venir prêter main forte aux équipes. Mais encore là, il faut savoir qu'en ce moment, les établissements d'enseignement ont quand même certaines démarches à compléter à l'interne avant de pouvoir nous transmettre de l'information et des noms. Donc ça, il faut quand même respecter aussi leur processus à l'interne pour être capable ensuite d'aller de l'avant. Donc ça fait pas mal de tour au niveau des ressources humaines aujourd'hui. Merci. Docteur Bonivier? Depuis quelques jours, je vous parle qu'on arrive à une espèce de plateau dans l'épidémie. Le nombre de nouveaux cas est relativement stable de jour en jour. Et en même temps, on se dit qu'on est dans une situation fragile parce qu'il y a peu de gens qui sont immunisés contre le virus.
Donc, au moment où on ouvre certains secteurs économiques, cette situation-là doit nous préoccuper dans le sens qu'on doit absolument maintenir les différentes mesures de prévention qu'on a mis en place depuis déjà près d'un mois. Il y a une situation nouvelle un peu qui se produit dans notre région. Vous vous souvenez, on parlait de transmission importée. Et depuis la fin de semaine dernière, on a vu apparaître quelques cas où on n'arrivait pas nécessairement à comprendre où les gens avaient été infectés. Actuellement, on se trouve avec 93% de nos cas qui sont des cas importés, là, ou qui découlent de cas importés. On a quand même 7% de ce qu'on appelle la transmission communautaire. C'est peu encore, mais c'est quand même un changement important qui arrive dans notre région. Puis lors de nos enquêtes, on a eu l'information que certaines personnes allaient encore travailler malgré s'il y avait des symptômes. Et vous vous souvenez que la première mesure de précaution qu'on doit vraiment prendre, c'est de rester chez soi dès qu'on a des symptômes. Les symptômes, c'est de la toux, c'est de la fièvre, c'est de la difficulté à respirer, et c'est la perte de l'odorat. On perd l'odorat tout d'un coup. Alors ça, ces symptômes-là doivent nous appeler à aller demander à passer le test avec le numéro de téléphone que tout le monde connaît maintenant. C'est vraiment, vraiment important que nous nous rappelions ces mesures-là, de ne jamais aller travailler, de jamais aller, surtout si vous travaillez dans des milieux où vous rencontrez des gens. Alors, je voulais juste réinsister là-dessus parce qu'on a vu réapparaître ça. Et il faut toujours se rappeler qu'on a très peu de gens immunisés, donc on peut facilement contaminer beaucoup de gens si, dans notre milieu de travail, on se présente avec des symptômes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des symptômes, restez chez vous, demandez à obtenir un test. Et si jamais ces symptômes-là chez vous s'aggravent, n'hésitez pas à consulter non plus. Ouais. Alors donc, évidemment, gardez notre distance de 2 mètres et puis, si vous avez les mains souvent, ça reste impératif. C'est vraiment, je me permets de réinsister là-dessus. On a parlé aussi de garder une santé mentale bonne, rester heureux, rester dans la joie malgré les difficultés de l'isolement. Puis, il y a peut-être eu un peu de confusion sur les balades en voiture, alors je reviens un petit peu là-dessus. C'est clair que si vous n'êtes pas en isolement, parce qu'on vous a demandé de rester à la maison parce que vous aviez, c'est soit un contact de quelqu'un qui avait la COVID, ou que vous avez la COVID vous-même, là, c'est clair que vous restez à la maison impérativement. Mais en dehors de ça, quand votre 14 jours est fini, vous êtes guéri, tout le monde va bien, vous pouvez prendre la voiture et aller vers un parc. Mais l'idée, c'est de pas de passer d'une ville à l'autre. On reste près de chez soi. La voiture, c'est juste une aide. Si vous restez trop loin d'un endroit naturel pour vous promener puis prendre un peu de soleil, c'est ça qui est l'idée. Là. L'idée, c'est vraiment de garder une vie active malgré tout, en gardant toujours nos distances de tous les autres humains avec lesquels on ne vit pas régulièrement. Voilà. Peut-être faire le bilan de la région. Si les chiffres vous intéressent, on est toujours à très peu de cas. Donc, avant-hier, on n'avait eu aucun cas. Hier, on a eu 4 cas nouveaux. Alors, on est rendu à 107 cas actuellement au total. Donc, comme je l'ai dit, ça va quand même relativement bien globalement, mais si on ne fait pas attention, on risque une explosion. Donc, je nous recommande encore vraiment beaucoup de prudence. Merci. Donc, passer à la période de questions. Geneviève Catherine Radio-Gaspésie. C'était la conférence du CNI. Bonjour. Donc, sur cette clause, on est toujours le même nombre de déchets évalués à 6, le même nombre d'hospitalisations à 13. Hier, autre fait important, 96.
des cas ont été informés dans la région. On a seulement 7% des cas qui ont été transmis communautairement. Donc, il faut encore faire attention. Et c'est là qu'on rappelle, si vous travaillez dans un endroit où vous voyez des gens, dès que vous avez des symptômes, restez chez vous. Ce ne sera pas bien. C'est simple que ça. C'est le temps de retourner à votre programmation normale. Et c'est Jasmine Leclerc en direct de... Je pense qu'elle nous entend pas, donc c'est quand même du temps. Donc, voici la chanson chez nous. C'est juste qu'on n'a pas entendu. Moi, j'ai pas entendu la question, mais peut-être la répéter. Merci. Oui, bien sûr. Donc, ma question était, aujourd'hui, on est rendu à 107 cas. C'est toujours le même nombre de décès à 6. Pouvez-vous simplement me confirmer si le nombre d'hospitalisations est toujours à 13, s'il vous plaît? Le nombre total d'hospitalisation est... mon Dieu, excusez-moi. J'ai pas le bon chiffre devant moi. En tout cas, actuellement, il y a 3 personnes qui sont hospitalisées. Alors, 13. Et le total serait autour de 13. Parfait, merci. Merci. Dominique Fortier, avantage de Oui, j'avais 2 questions. Premièrement, lorsqu'on entend le premier ministre Legault évoquer une réouverture prochaine de certaines régions, vous, Dr. Huger, de votre côté, comment vous recevez ce type d'annonce-là, surtout avec ce qu'on vient d'entendre de votre côté, à l'effet qu'il y aurait peut-être certains délinquants toujours, là. Donc, comment on accueille ça et comment on traduirait ça dans les semaines à venir? Ben, écoutez, c'est des choses que l'on discute sur nos tables nationales. C'est clair que par rapport à la situation à Montréal, nous avons une situation privilégiée. Et si, au niveau national, le gouvernement voulait ouvrir certaines régions, c'est logique que... Il n'a pas parlé tellement d'ouvrir des régions, mais d'ouvrir les activités économiques dans certaines régions plutôt que dans d'autres. Alors, c'est clair que ce serait plus favorable d'ouvrir certains secteurs économiques dans nos régions, en Afrique, plutôt que de les ouvrir à Montréal, en tout cas. Mais jusqu'ici, c'était quelque chose qui était mal reçu dans les grandes régions, là, de voir que peut-être les régions périphériques commenceraient à avoir des activités économiques plus intenses, alors qu'eux seraient encore confinés d'une certaine façon. Mais s'il y a une ouverture à ça, ça serait logique. C'est clair qu'il va falloir continuer et redoubler de prudence, puis continuer à marteler le message de prévention dans ce contexte-là. Mais un jour, de toute façon, il faudra ouvrir. Donc, effectivement, ce serait peut-être plus sécuritaire d'ouvrir là où il y a moins de cas, puis de surveiller attentivement comment l'épidémie évolue. C'est vraiment un exercice délicat, mais qu'on peut faire, mais il est délicat. Il faut s'attendre aussi que parfois on va faire des erreurs, on va peut-être avoir ouvert trop vite, il va peut-être falloir refermer des choses qu'on avait ouvertes. Mais on est tous des novices dans la gestion d'une éclosion comme ça. Il n'y a personne qui a connu ça sur la Terre avant nous, donc on va faire ce qu'on peut pour le faire le mieux possible ensemble. Et ma deuxième question, c'est un peu dans le même sens. Lorsqu'on parle de réouverture d'activités dans certaines régions, est-ce que ça a été envisagé de peut-être laisser tomber les frontières entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent? Il y a beaucoup de scénarios qui ont été envisagés. Ça fait partie des scénarios envisageables. Mais vraiment, on est au tout début je dirais, de l'idéation. Donc, on est au début d'une réflexion. Donc, il n'y a aucune décision ni aucun scénario qui a été choisi par rapport à d'autres. D'accord, merci. Merci. Raphaël Lapierre, Sophia. Bonjour, Dr. Denis Guichet. Bonjour à tout le monde là, qui sont sur la ligne. À propos du 7% de cas qui proviennent donc de transmission communautaire, qui n'est pas relié aux cas importés, là, qui n'ont pas nécessairement donc, on ne connaît pas nécessairement la provenance là, de ces cas-là par les enquêtes. Comment, justement, on peut interpréter ce changement-là? Comment on peut comprendre ce que ça implique là, pour nous là,
ont passé dans un mode de transmission communautaire, là, où est-ce que les enquêtes, finalement, nous donnent plus les informations là, qu'on avait au début? Ça nous dit que si on n'est pas prudent, on pourrait perdre le contrôle, on pourrait avoir des éclosions communautaires. Donc, ça veut juste nous dire que, de toute façon, c'est ce que le virus tente de faire depuis le début, d'essayer de se propager le plus avec anarchie, le plus anarchiquement possible. J'ai un mauvais temps. Mais en tout cas, le virus tente de se propager dans la communauté, c'est bien clair, c'est ça son rôle, c'est sa destinée de se reproduire le plus largement possible dans la communauté. Ce qui était rassurant, c'est qu'on savait d'où il venait. Là, on le voit moins venir, mais la stratégie pour nous reste la même. À partir du moment où on a un cas, une enquête, on fait la liste de tous les contacts, on essaie de mettre en isolement rapidement tout le monde, de telle sorte que il n'arrive pas à se répandre vraiment beaucoup. Alors, tant qu'on reste dans pas trop de cas, on est capable de le faire. C'est quand on arrive, comme par exemple, vous voyez ce qui se passe dans les régions de Montréal et la couronne de Montréal, il y en a tellement de cas que c'est plus possible de faire les enquêtes. Alors, jusqu'ici, on n'en est pas là du tout. On est toujours en contrôle de ce qui se passe, mais on voit quand même qu'on a passé d'un contrôle qui était assez serré à un petit peu moins de contrôle. J'aurais une deuxième question, c'est à propos de vos nouvelles responsabilités par rapport aux traversiers. Là, comment ça fonctionne quand on appelle la ligne? Dans le fond, je voudrais juste savoir qui fait le choix. Est-ce que c'est un médecin, un fonctionnaire? Dans le fond, qui a la responsabilité là, de traiter les demandes là, pour sortir des îles via le traversier? Et est-ce que c'est au cas par cas ou est-ce que c'est une directive uniforme? Là? Dans le fond, comment ça fonctionne? Il y a des guides, comme vous savez, c'est l'arrêté ministériel qui nous guide. Les gens ne peuvent voyager que pour des raisons essentielles. Alors, ils ne peuvent venir s'installer dans le territoire que s'ils ont une résidence principale. Et puis, il y a toute la catégorie des causes humanitaires. Donc, il y a des choses comme ça. À partir des guides, on peut savoir où est-ce qu'on s'enligne. Puis, effectivement, ce sont des médecins qui vont prendre des décisions concernant les causes humanitaires. Merci beaucoup. Oui, une question pour M. Brosseau concernant les CHSLD. Vous avez dit, si je ne me trompe pas, qu'il y avait eu 44 nouvelles personnes embauchées. Donc, globalement, à ce moment-ci, est-ce que les besoins sont couverts? Dans quel pourcentage? Et il vous manquerait combien de personnes là, pour une couverture optimale dans les CHSLD? En fait, le nombre de 44 personnes, ce sont les personnes que l'on a ajoutées. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir été embauchés, qui peuvent avoir aussi également été transférés de d'autres secteurs là, qui étaient délestés. Donc, c'est 44 personnes. Et en ce moment, je vous dirais que est-ce que ça suffit? Pour l'instant, la situation est tellement variable d'un réseau local à un autre que il y a des RLS pour des CHSLD à certains endroits pour lesquels c'est suffisant, mais pour d'autres où on regarde en ce moment encore à rehausser encore davantage les besoins, notamment au CHSLD de Maria, où on regarde pour délester et envoyer des infirmières notamment, donc qui proviennent de notre centre hospitalier. Donc, c'est que c'est à géométrie extrêmement variable en ce moment, puis on évalue les besoins à mesure qu'ils évoluent. OK, mais vous me dites qu'à Maria, on pourrait prendre d'autres paires de bras pour utiliser l'expression du premier ministre. En ce moment, en fait, on a déjà commencé là, à transférer certains employés, puis on continue de le faire. OK, merci. Merci. Oui, bonjour à vous. Bon, je sais que vous êtes très certainement en train d'y penser. On sait que le tourisme est un moteur économique énorme pour la Gaspésie. Est-ce qu'il y a un échéancier par rapport à la date à laquelle vous devriez être en mesure de dire si oui ou non les propriétaires de chalets seront en mesure de se présenter dans la région ou pas?
La date n'est pas encore fixée, là, si on pourra avoir une réponse, mais il y a d'intenses discussions au niveau national à ce sujet-là actuellement. C'est qu'on pense qu'effectivement, ça va être ouvert éventuellement, puis que ça sera peut-être un moyen justement de faire rentrer la corona dans la région. C'est une analyse de risque qu'on doit faire, effectivement. On se rappelle que le corona qui est rentré dans notre région, ça a été par d'autres régions du monde et d'autres régions du Québec. Alors, c'est sûr qu'on ne voudrait pas que ça revienne. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire de façon sécuritaire? Vous pouvez penser que ça va être par des activités de petits groupes seulement, bien encadrées. Ce ne sera sûrement pas une ouverture globale totale, comme on l'a connu dans d'autres années. Ça sera une année un peu exceptionnelle. Alors, mais comme je vous le dis, c'est discuté au niveau national très intensément, comme vous pouvez penser. Mais on n'a pas de date encore pour une décision. D'accord, merci. Merci. Simon Gamache, écoutez, on a 4 nouveaux cas aujourd'hui. J'aimerais juste avoir des précisions. On est rendu à combien de cas au Manoir du Havre et au CHSLD de Maria? Est-ce qu'on a un chiffre? Oui, un instant. Je reçois mon document. Alors, au Manoir de Maria, on a 18 cas. Au Manoir du Havre, là, on a 18 cas confirmés. Au CHSLD de Maria, c'est 6. Mais on avait un nombre de 64. Là, on parle de 18 résidents dans le fond au Manoir du Havre, mais lié à l'éclosion. Oui. Des chiffres En termes d'éclosion, ce que le Manoir du Havre a donné comme grappe, là, des gens qui, à partir de la première jusqu'à toute la grappe d'éclosion, c'est 68 cas qu'on a actuellement. Et dernière petite précision, et là, on a testé au CHSLD de Maria. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un nombre de cas qui peut augmenter dans les prochains jours, puisqu'on aura les résultats éventuellement de ces tests-là? On a déjà reçu la majorité des résultats. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à beaucoup d'autres cas, mais écoutez, on vit la situation comme elle va se présenter. Pour l'instant, on est relativement rassuré sur le nombre de cas. Parfait. Merci. Monsieur Ricard de Le Soleil. Pas de questions, merci. Merci. Joanne de Radio-Canada. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y a des cas qui ont été rapportés dans des commerces d'épicerie de la Baie des Chaleurs et de la MRC Rocher-Percé. Un cas notamment au IGA de la Baie des Chaleurs. Est-ce que c'est confirmé? Et puis, quelles sont les mesures que vous prenez quand arrivent justement des éclosions dans un commerce où il y a quand même beaucoup de circulation? La façon dont on procède, c'est qu'on commence par faire une enquête auprès de la personne qui a été confirmée positive pour bien connaître tous ses contacts. Alors, prenons le cas hypothétique, par exemple, d'une épicerie, si vous voulez. Ben, dans une épicerie, si la personne, je ne sais pas, moi, elle était responsable des fruits et légumes, ben, on va essayer d'abord de voir avec qui elle a travaillé, quels sont les clients qu'elle a pu rencontrer, etc. Donc, le plus compliqué, c'est quand les gens ont été longtemps malades avant de se déclarer. Là, ça devient très complexe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu rencontrer. Mais prenons un cas normal où les gens qui ont des symptômes retournent chez eux. On enquête les 48 heures avant qu'ils aient eu leurs symptômes. On va essayer de voir quels sont les gens avec qui ils ont rencontré jusqu'au moment où ils se sont mis en isolement. Et là, on évalue, on appelle chacun de ces contacts-là. En cas des clients, évidemment, on ne peut pas toujours les retracer, donc on va peut-être parfois afficher dans le magasin un avis qu'il y a eu quelqu'un qui a pu dire que s'ils sont venus entre telle heure et telle heure, tel jour de la semaine, qu'ils ont
moment-là, on va demander aux gens de surveiller leurs symptômes et s'ils ont des symptômes, de consulter le plus rapidement possible. Pour les gens qu'on peut identifier, parce que souvent les gens connaissent les gens avec qui, même les clients, ils les connaissent, donc ils vont nous donner les noms, on va les appeler, on va essayer de voir jusqu'à quel point ils ont été en contact avec la personne qui était positive. Un contact significatif pour nous, c'est quelqu'un qui a été à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes. Alors, si ce n'est pas le cas, on les met dans les risques faibles. On leur demande tout simplement d'être prudents et de vérifier la température 2 fois par jour, puis de vérifier s'ils n'ont pas des symptômes, puis au moindre symptôme de consulter. Si effectivement, par exemple, notre personne qui est au fruits et légumes a travaillé avec un collègue pendant 1 heure de temps à brasser des fruits, ben là, on va demander à ce collègue-là, étant donné qu'il aura eu à ce moment-là un contact significatif, on va lui demander de rester à la maison et de surveiller ses symptômes. Il va être en isolement, tout comme le contact. Puis si jamais cette personne-là aussi devenait positive, ben, le cycle d'enquête recommence. C'est un petit peu comme ça qu'on procède dans des situations comme celle-là. Et est-ce que c'est des situations qui sont arrivées dans la région, notamment dans 2 commerces, puis est-ce que vous avez procédé justement à l'affichage, comme vous l'avez mentionné? Ça ne nous est pas encore arrivé. Alors, c'est ce qu'on ferait si ça arrivait. Merci. Jean-Denis, TVA. Pas de question, merci. Merci, Mélanie Cazette. Oui, bonjour. Ma première question concerne le site jecontribue.com. On a parlé de 197 candidatures. Est-ce que ces personnes-là sont rejointes, chaque personne qui s'inscrit au niveau de la région dans jecontribue.com? Oui, c'est certain. Donc, oui, chacune des candidatures que l'on reçoit, en fait, on les contacte. Parfait. Parfait. Et on parlait au début de l'entretien des moyens de communication, surtout avec les CHSLD et tout ça. Est-ce que ces personnes-là qui sont contactées pour aider au niveau des communications avec les familles se doivent nécessairement d'avoir des formations dans le réseau de la santé, qui est un complément au niveau des communications, où on peut aller puiser dans ces banques de candidatures-là pour faire en sorte que ça roule plus rondement au niveau des communications? Je vous dirais que... Oui. OK, allez-y, Martin. Ben, en fait, je vous dirais qu'en ce moment, on va privilégier évidemment le personnel qu'on a à l'interne qui ont des connaissances cliniques, mais qui peuvent être habilités justement à établir ces contacts-là avec les familles. La question est, est-ce qu'un professeur pourrait être un bon candidat pour faire des appels? Je dirais certainement, mais en même temps, on va regarder d'abord et en premier au sein de notre groupe d'employés disponibles, en fait, ceux qui sont aptes à le faire. Donc oui, ça ne veut pas dire que des contacts peuvent être faits quand même par plusieurs titres d'emploi que l'on formera en compétence. Parfait, merci beaucoup. Merci, Amélie Paquette, TV. Oui, bonjour à tous. J'aimerais d'abord avoir une précision de M. Martin Brosseau. Vous avez parlé du programme dont je contribue avec les 197 candidatures. Je vais vous avouer que le son était quelque peu mauvais, alors je voulais être bien sûr. Est-ce qu'on parle d'une trentaine d'embauches ou encore d'une centaine? Ah, une trentaine, pardon. Une trentaine d'embauches, parfait. C'est sûr que on a 197 candidatures, une trentaine d'embauches. Est-ce que ça veut dire que on a eu quelques désistements, mais les autres candidatures, est-ce qu'elles seront pourvues dans les semaines à venir? Ben, je vous dirais qu'en ce moment, comme je mettais en contexte tout à l'heure, on a également une banque de 100 étudiants aussi qui ont une formation et donc qui peuvent aussi les ajouter. Donc, ce que je vous dirais, c'est que oui, on les contacte. Et là, en ce moment, c'est que on se construit une banque de candidats pour être capable de pouvoir réagir promptement advenant qu'on ait, je ne le souhaite pas, mais d'autres éclosions ailleurs. Donc, ce que je disais, c'est qu'on évalue en fonction du profil de chacun des candidats, parce que ce que je disais, c'est que sur le site de contribue.ca, c'est pas forcément un CV qui nous a envoyé, c'est de l'information chiffrée
enregistré dans un tabac avec un numéro de téléphone, une information. Donc, c'est des informations qui sont saisies par les candidats. Donc, on a le CV qui vient avec. Donc, il y a quand même une procédure qu'il faut vérifier parce qu'on ne peut certainement pas mettre à risque les usagers. Puis, je vous dirais que c'est possible que d'autres sites, c'est juste aussi qui ont reçu des candidatures de gens qui avaient déjà soumis une candidature dans le passé qui avait été refusée. Donc, ça fait partie également des choses qu'on gère. Il y a également des candidatures qui nous arrivent et quand on contacte les gens, ce sont des personnes qui peuvent être disponibles de façon très, très, très sporadique. Donc, c'est utile, c'est apprécié, mais en même temps, on essaie d'avoir aussi une certaine constance dans nos CHSLD, justement pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre de personnes différentes qui... Merci beaucoup. Puis, ma deuxième question, elle s'adresse à Dr. Bonivier. Je voulais savoir, pour les 4 nouveaux cas qui ont été confirmés aujourd'hui, est-ce que ça provient de transmission des cas communautaires ou encore c'est lié aux 2 foyers d'éclosion que l'on connaît à Maria? Il y a une partie des cas qui, si je me souviens bien, qui sont liés au CHSLD. Mais les autres sont très plus du côté transmission communautaire. Merci beaucoup. Peut-être juste aussi, je m'excuse, Clémence, est-ce que vous aurez un communiqué de presse sur par rapport à la situation, le point de l'état de la situation avec le nombre de personnel et tout? Vous voulez dire le nombre de personnel touchés? Oui, exactement. Non, en fait, l'état de la situation qu'a fait mention M. Martin Brosseau en parlant des candidatures et tout, est-ce qu'il y a un communiqué de presse qui sera sorti à cet effet ou non? Non, il n'y a pas de communiqué de presse, mais ce que je peux faire, je peux te l'envoyer par courriel, il n'y a pas de problème. Oui, c'est très bien. Dans le fond, ce qui a été moi aussi, je prendrais. Les chiffres n'étaient pas... Oui, je vais vous envoyer les chiffres à tout le monde. C'est bien apprécié, merci beaucoup. Merci. Gilles, je crois que je t'ai entendu. Il restait juste toi sur la liste. Gilles et Nelson, après, on va terminer parce que le temps presse. Gilles? Oui. Moi? Oui. Ce qui semble être le cas par rapport au commerce IGA de Passaubiac et de New Richmond, c'est qu'ils auraient fermé à 14 heures cet après-midi. Êtes-vous au courant de cette décision-là à la direction de la santé publique? Peut-être que mes collègues le sont, mais moi, comme je suis en conférence depuis 13 heures cet après-midi non-stop, je ne l'ai pas su encore. Non plus. Deuxième question, peut-être pour Mme Duguay, vous avez eu recours une deuxième fois au décret ministériel pour assigner des gens. Je pense que c'était au CHSLD résidence Saint-Joseph de Maria. C'est bien vrai, combien de postes? Je demandais à M. Brosseau de répondre à la question, M. Garnier. En fait, au niveau de la résidence de Maria, on a demandé jusqu'à présent à 3 infirmières auxiliaires et également même 2 préposés d'aller peut-être même également au manoir pour prêter main forte. Donc, c'est le nombre qu'on a. C'est un nombre qui évolue en fonction des besoins qu'on a parce que vous savez qu'à la résidence Saint-Joseph, on a une zone dédiée qu'on appelle une zone chaude, donc qui requiert un certain nombre de personnel, mais pour un petit nombre de patients. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on prend des gens des autres secteurs du premier étage et du deuxième étage et on les dédie à cette zone-là strictement. Donc, on a besoin de renfort pour rehausser cette offre de service. Puis je vous dirais que c'est sûr qu'on y va toujours sur une base volontaire d'abord. Toujours. Mais je vous dirais que c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui travaille dans par exemple, sur une unité de médecine, d'être déplacé dans un autre secteur qui n'est pas le sien. Puis ça, on le comprend. Mais on y va toujours sur une base volontaire d'abord. Et s'il n'y a pas de volontaire, on y va avec l'employé, avec le moins d'ancienneté d'abord, à qui
on explique la situation et à qui on prend vraiment le temps de le faire, parce qu'on sait que c'est pas évident. Puis je pense que nous tous, on ne souhaiterait pas être déplacés, mais en même temps, on le sensibilise, on explique les mesures qui sont déployées et on prend le temps de le faire. Donc, c'est pas un appel qui se fait en quelques minutes. Là, il faut vraiment prendre plusieurs minutes. Ça peut prendre 30 minutes pour être capable d'expliquer le contexte, qu'est-ce qui est déployé là-bas, le rôle gestionnaire, comment il va être organisé. Non, ils sont partis de l'hôpital pour aller... j'essaie juste de comprendre 5 personnes qui sont parties d'où pour aller où? Ce sont des employés du centre hospitalier qu'on a déplacés à la résidence Saint-Joseph et 2 autres au manoir pour prêter main forte. Très bien. Merci, Nelson. Oui, au niveau national, aujourd'hui, on a évoqué les cas guéris. Est-ce que vous avez débloqué la consigne pour la région? Oui, Dr. Bonivier. Officiellement, on en a 32. Mais vous comprenez que c'est un chiffre relativement imprécis parce qu'il y a des gens à qui on demande de s'isoler, puis qu'une fois qu'après 14 jours, ils ont terminé leur isolement. On n'a pas nécessairement le suivi de tout ça, mais officiellement, dans les chiffres, là, c'est 32 personnes. OK. Et au niveau des ressources humaines, là, pour la radio, vous avez donné toute une série de chiffres, mais si je vous demandais combien de personnes au total sont venues prêter main forte jusqu'à maintenant au CIUS de la Gaspésie, là, tout personnel confondu, tout RLS confondu aussi? Oui, pourrais y donc, aller, Martin, je pourrais y aller là, parce que oui. on a bien sûr, on a nos étudiants, une centaine d'étudiants. On a une vingtaine d'infirmières de prévention des infections. Je vous dirais qu'on n'est pas loin, puis de 150 là, actuellement, qui est un peu plus là, qui ont prêté main forte depuis la COVID-19. Minimal, là, M. Sergerie. Il y a beaucoup de retraités. Combien vous espérez en garder de ces gens-là là, qui entrent dans le réseau? Parce qu'on sait qu'il y a une pénurie quand même sur le territoire. Je vais laisser M. Brosseau vous répondre. Je vous dirais que c'est des possibles gains pour un avenir rapproché, je vous dirais. Mais évidemment, on en avait déjà beaucoup à notre embauche, là, des employés retraités. Et donc, si on peut faire des gains à court terme aussi, post-pandémie, c'est sûr que ça va être une valeur ajoutée là, pour le CIUS, certainement. Là. Merci. Donc, on va mettre fin à la conférence de presse. Si jamais vous avez d'autres questions ou des demandes d'entrevue, je n'hésite pas à me contacter. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis, on se dit à lundi à moins d'un enjeu majeur. Merci beaucoup.